Bien, merci. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Delphine et Margot de m'avoir invité à participer à ce colloque qui porte sur un sujet qui m'est cher, puisque j'ai consacré les 5 années de ma thèse à travailler sur la cavalerie romaine. Et durant la réalisation de ce travail de recherche, l'une des questions qui a le plus retenu mon attention concerne la matérialité du combat. Quelles sont les réalités techniques, culturelles, psychologique qui donne sa physionomie au combat de cavalerie dans l'Antiquité. Donc je me suis demandé finalement à quoi ressemble un combat de cavalerie dans l'Antiquité. Et donc afin de vous présenter les éléments de réponse que les sources romaines sont susceptibles de nous livrer, je vous propose aujourd'hui une communication centrée sur le règne de l'empereur Hadrien, pour 2 raisons principales. La première est que nous disposons pour les années 117-138 d'une source essentielle sur les questions militaires. Je pense ici au décrit tactique d'Arrien, qui nous renseigne en détail sur l'équipement, l'organisation et le déploiement de la cavalerie romaine. L'autre raison, comme annoncé dans le titre, est liée à l'organisation en Angleterre l'année dernière d'un projet d'archéologie expérimentale qui portait précisément sur le thème de la cavalerie d'Hadrien et auquel j'ai participé en tant que conseiller historique. Cette reconstitution des exercices préconisés par Arrien dans son traité tactique a permis en particulier d'évaluer la qualité des instruments équestres employés par les Romains, et j'aurai le plaisir de vous présenter dans la seconde partie de mon intervention une vidéo qui revient sur les résultats obtenus lors de ce projet. Alors, commençons par Arrien. Arrien, qui est donc un auteur grec originaire de Bithynie, vous le connaissez principalement pour son Anabase d'Alexandre, qui a été mentionné par Jérémie dans son intervention. Alors, ce qu'on ignore parfois, c'est que Arrien a aussi été consul romain, puis gouverneur de la province impériale de Cappadoce entre 131 et 137 après Jésus-Christ, donc durant le règne d'Hadrien. C'est durant son mandat de gouverneur que Arrien a rédigé 2 traités militaires. Le premier, intitulé Ectactis Cata Alanon, l'ordre de bataille contre les Alains, a été composé dans le contexte de l'année 135. Et alors c'est un traité très particulier qui se présente sous la forme d'un mémorandum contenant des prescriptions sur les mesures à adopter dans le cadre d'une campagne militaire contre les Alains étant un peuple de nomades cavaliers installés durant l'époque du Haut-Empire au nord de la chaîne du Caucase. Alors, le second traité tactique s'intitule La Techné Tactiquée, l'art de la tactique. Il a été rédigé un petit peu plus tard, vers l'année 137, et alors il n'a rien à voir avec l'ordre de bataille contre les Aliens, puisqu'il reprend en fait la tradition hellénistique qui porte, la tradition des réflexions hellénistiques sur la phalange macédonienne, son organisation, son déploiement, ses effectifs, etc. Alors, une telle œuvre peut sembler a priori n'entretenir aucun lien avec l'armée romaine, mais ce qui est intéressant pour mon propos, c'est que ce traité tactique contient un long appendice sur les pratiques romaines en termes d'entraînement équestre, donc tout un traité annexe en fait qui revient sur ce que Arrien appelle les hippica gymnasia, les exercices pratiqués par la cavalerie romaine. Alors qu'est-ce que l'on peut tirer de ces écrits militaires d'Arrien ? Tout d'abord un certain nombre d'éléments sur l'équipement des cavaliers romains. Dans un excursus qui se trouve au chapitre 4 de l'art tactique, Arrien souligne en particulier que les cavaliers romains portent de longues lances. Le terme grec ici employé, c'est kontoi, le kontos étant, dans la terminologie grecque, une lance de choc, une longue lance de choc, pratiquée en particulier pour délivrer, utilisée en particulier pour délivrer des charges de rupture. Mais il y a aussi d'autres armes offensives, en particulier des javelines, des épées, donc utilisées ici pour le combat rapproché, mais pas seulement, puisque ces javelines peuvent aussi être utilisées à distance pour escarmoucher. Les cavaliers romains utilisent aussi un équipement défensif assez complet, un bouclier oblong, un casque de fer, une cuirasse de maille et des cnémides. Alors vous avez ici une description assez fidèle à la réalité, puisque nous pouvons retrouver en particulier
sur certaines représentations iconographiques datant du Haut Empire. Tous ces éléments évoqués ici par Arrien. Alors vous avez ici l'exemple de la stèle de Romanius qui a été découverte à Mayence et qui vous montre donc cette fameuse lance longue, les javelines tenues en arrière-plan par un écuyer, l'épée longue, etc. Alors, pour revenir très rapidement sur la description que nous donne Arrien, vous noterez que les cavaliers romains peuvent charger à la manière des Alains et des Sarmates. Alors cette information assez intéressante nous indique que ce qu'on appelle la charge à fond, la charge de rupture, l'attaque frontale, était bien pratiquée, était bien une tactique employée dans l'Antiquité, et qu'il n'a pas fallu attendre notamment la diffusion des étriers pour que ce mode de combat devienne possible. Arrien omet d'ailleurs de préciser dans sa description que les cavaliers romains utilisaient une selle à cornes que vous pouvez voir ici, sous la forme d'une reconstitution qui a été réalisée par Peter Connolly, une selle à cornes particulièrement enveloppante, qui a en particulier 4 saillies très prononcées qui permettent au cavalier de maintenir son assiette de façon très efficace au combat. Alors cette cavalerie polyvalente qui est décrite par Arrien et que nous retrouvons sur de nombreuses stèles funéraires n'est pas la seule cavalerie qui est employée par les Romains. Arrien mentionne dans son œuvre un certain nombre de troupes spécialisées, des troupes légères, notamment des archers montés, comme celui que vous pouvez voir ici sur cette stèle funéraire qui a elle aussi été découverte à Mayence, mais aussi des cavaliers lourds, les fameux cataphractes, qui étaient donc entièrement recouverts de mailles, le cavalier comme sa monture. Alors, ces informations très générales sont complétées par des informations très précises que nous allons trouver dans l'autre traité militaire d'Arrien, son ordre de bataille contre les Alains, qui nous livre de façon vraiment très détaillée un exemple de déploiement de la cavalerie pour la bataille. Alors je vous projette ici un schéma que l'on peut réaliser en fait à partir des informations livrées par Arrien dans ce traité. Alors Arrien développe tout d'abord la composition de son armée, qui est en fait l'armée provinciale de Cappadoce. Il a sous son commandement 2 légions, que vous pouvez voir ici, et qui composent le gros de l'infanterie lourde, un certain nombre d'unités auxiliaires, des cohortes notamment qui sont des unités d'infanterie, mais aussi un certain nombre d'unités de cavalerie, notamment ce que les Romains appellent des alae, des ailes de cavalerie, qui sont des unités composées environ de 500 soldats. Alors, Arrien souligne que cette cavalerie doit être de préférence déployée derrière la ligne d'infanterie principale, pour une raison simple. L'armée adverse, ici, c'est une armée d'Alains. Les Alains ont une armée uniquement constituée de cavaliers qui sont extrêmement mobiles, puisque les nomades utilisent à cette époque une remonte tout à fait importante qui leur permet de se déplacer de façon très rapide sur les théâtres d'opération qu'ils parcourent. Donc l'objectif ici, véritablement, pour Arrien, c'est d'éviter tout mouvement enveloppant qui menacerait son armée sur ses flancs ou sur ses arrières. Alors, Arrien précise que les cavaliers archers, les archers montés, doivent être positionnés immédiatement derrière la ligne d'infanterie lourde. Vous aurez l'occasion de voir dans un instant pourquoi. Alors que la cavalerie médiane et lourde doit être rangée plusieurs retraits, notamment derrière les ailes de l'armée, de manière à pouvoir faire office de flanc-garde, notamment protéger les flancs de la ligne d'infanterie. Arrien mentionne aussi un certain nombre de cavaliers qui sont qualifiés d'épilectoi hippeis, c'est-à-dire l'escorte du général, les cavaliers choisis qui vont ici servir de réserve et vont pouvoir intervenir sur les secteurs menacés de la ligne de bataille en temps voulu. Alors, la première phase du combat ne concerne pas la cavalerie dans ce traité militaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle offre un éclairage précis sur la tactique qui était employée par l'infanterie romaine lorsque celle-ci devait faire face à une charge massive de cavaliers lourds. Les Alains étaient particulièrement connus pour leur cavalerie lourde, leur cavalerie cataphracte.
Arrien recommande, comme vous pouvez le voir ici sur cette reconstitution proposée par un collègue espagnol, il recommande à ces légionnaires de joindre leur bouclier, de former ce qu'il appelle en grec un synaspismos, pour opposer à la cavalerie ennemie une formation extrêmement dense, qui va notamment permettre de dissuader les chevaux alains d'entrer au contact. Alors, les fantassins des premiers rangs doivent tenir leur javelot en arrêt, de manière à menacer le poitrail des montures à laine, alors que les cavaliers les fantassins des rangs postérieurs vont plutôt utiliser leur arme comme un projectile en la tenant au-dessus de l'épaule droite, la paume tournée vers le ciel. Cette formation de nature phalangique est donc jugée particulièrement efficace contre les assauts frontaux de la cavalerie. C'est une formation d'ailleurs qu'on retrouvera plus tard, notamment pour faire le lien avec ce que nous expliquera tout à l'heure Thomas Salmon, notamment à l'époque proto-byzantine. Alors, lorsque l'ennemi a été repoussé, lorsqu'il a été mis en déroute, les légionnaires doivent ouvrir leurs rangs et les cavaliers ont pour ordre d'emprunter les voies qui se trouvent donc libérées entre les fils des fantassins pour pouvoir poursuivre immédiatement l'adversaire qui a été tourné. Arrien nous donne un certain nombre de précisions sur la procédure à suivre lors de cette poursuite. Il nous explique notamment que tous les escadrons ne doivent pas prendre part immédiatement à la poursuite, seulement la moitié doit se projeter en avant. Alors on peut penser ici qu'il s'agit des cavaliers archers qui étaient postés immédiatement derrière l'infanterie lorsque l'armée était déployée pour le combat, puisque ce sont les cavaliers les plus mobiles, tout simplement. Ces cavaliers doivent être suivis par une deuxième ligne de cavalerie qui va conserver, comme vous pouvez le voir ici, sa formation régulière, qui va charger en taxei sans se lancer donc, dans une poursuite complète, afin de pouvoir en fait, soutenir les cavaliers de la première ligne si ces derniers sont contrechargés de façon un petit peu impromptue par l'ennemi. Alors, cette description très intéressante et très précise nous permet d'établir deux conclusions provisoires sur la doctrine d'emploi de la cavalerie romaine à l'époque impériale. Tout d'abord, on note que Arrien préconise la prudence lors de la poursuite, notamment lorsqu'il s'agit d'engager la cavalerie, ce qui montre qu'il a conscience du fait que les combats de cavalerie dans l'Antiquité sont particulièrement imprévisibles. Alors, c'est lié à une question assez pragmatique, en fait. Les cavaliers qui vont charger en première ligne et qui vont adopter le galop pour rattraper les fuyards, vont rompre leur formation régulière, ce qui va les exposer, les rendre vulnérables en cas de retour offensif de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle Arrien préconise de former toujours la cavalerie sur deux lignes, de manière à toujours avoir une ligne de réserve qui soit apte à répondre à cette menace de retour offensif. Alors, cette bipartition des rôles tactiques de la cavalerie sera théorisée à la fin du VIe siècle dans le traité militaire de l'empereur Maurice, le fameux Strategicon, qui est en fait le traité tactique le plus complet sur le rôle militaire de la cavalerie dans l'Antiquité, et qui en particulier distingue deux types de cavaliers, ce qu'il appelle les cursores, donc les cavaliers légers qui vont charger en première ligne, et les defensores, donc qui sont en fait l'exact équivalent de ces cavaliers qui agissent ici en deuxième ligne et font office de force de réserve. Alors ici vous avez un élément assez intéressant qui vous montre que cette doctrine n'est pas une innovation de l'époque proto-byzantine, mais c'est plutôt en fait une constante du combat de cavalerie dans l'Antiquité. On retrouve en particulier une description de ce mode de déploiement de la cavalerie, déjà chez Xénophon dans la Cyropédie, et aussi dans l'Hipparque, dans son traité sur le commandement des forces de cavalerie. Donc il faut relativiser cette idée qui voudrait que les Byzantins ont vraiment innové en la matière. Alors j'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, qui concerne l'entraînement des cavaliers romains. Je
vous l'ai dit, cet excursus se retrouve en particulier dans la dernière partie de la techné tactiquée d'Arien, dans son traité de l'art tactique, et on retrouve donc toute une description des tournois auxquels participaient les cavaliers romains, compétitions que Arien appelle en grec les hippica gymnasia. Il s'agit essentiellement de compétitions individuelles, destinées notamment à permettre aux cavaliers les plus méritants de se distinguer de leurs camarades et d'obtenir des récompenses pour leurs prouesses. Ces épreuves consistent essentiellement en exercices de tir réalisés soit avec des javelots mouchetés, soit avec de véritables javelines. Alors il y a tout un ensemble d'épreuves décrites par Arien qu'on peut reconstituer assez facilement. Pour ne citer que les plus célèbres, il y a notamment l'exercice de la tortue que vous pouvez voir ici à gauche sur la diapo, qui consiste en fait pour les cavaliers qui sont rangés à droite de la tribune du gouverneur à charger dans le sens des aiguilles d'une montre en lançant un projectile sur des cibles humaines. Ensuite, Arien décrit la fameuse charge cantabre, qui est une charge aussi circulaire qui s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui implique l'utilisation de lances un petit peu plus longues. Ces descriptions sont suivies de mentions d'exercices impliquant des armes diverses, en particulier des arcs, des frondes et la longue pique de cavalerie que Arien décrivait un petit peu plus tôt à propos de l'équipement des cavaliers romains. Alors, il y a là un véritable manuel destiné aux aspirants cavaliers, et c'est ce texte donc qui a pu être utilisé l'année dernière, en 2017, à Carlisle, en Angleterre, dans le cadre d'un grand événement de reconstitution historique qui avait donc pour but de reproduire les compétitions décrites par Arien. Je ne vais pas vous présenter ce projet en détail, puisque vous trouverez tous les éléments descriptifs dans la vidéo que je vais vous montrer, mais donc, je vous donne juste quelques éléments essentiels. C'est un projet qui s'est concrétisé sous la forme de 3 spectacles qui ont impliqué à chaque fois une trentaine de cavaliers formant une turme complète, la turme étant, sous le Haut-Empire, l'escadron, l'unité de base, si vous voulez, de la cavalerie romaine. Alors, ces manœuvres ont impliqué des cavaliers professionnels, pas des amateurs, qui, comme vous pouvez le voir ici, étaient équipés d'équipements historiques, connus grâce à des fouilles archéologiques, en utilisant notamment donc, cette selle à cornes dont je vous parlais, sans étrier évidemment. Et vous pourrez noter en particulier que certains cavaliers portaient ces fameux casques à visage qui sont abondamment documentés pour l'époque impériale. Alors, évidemment, il s'agit là d'une occasion unique, puisque jamais auparavant un nombre suffisant de reconstituteurs avait pu être rassemblé pour redonner vie, comme ça, à un escadron complet de cavaliers romains. Et donc, je vous propose de découvrir dès maintenant ce projet grâce à une vidéo donc, qui a été réalisée par le comité organisateur du projet, alors qui malheureusement est commentée en anglais, mais les échanges de ce matin ont montré que vous êtes tous des anglophones chevronnés, donc je pense que ça ne posera pas de gros problèmes. Je ne sais pas si on peut augmenter le son. The Turner event in Carlisle in July 2018 was intended both as public spectacle and as a piece of historical research. This short film explores the experimental aspects of the Turner event and how these contribute to our understanding of Roman cavalry equipment and the Hippica Gymnasia. Described by Arrian in his manual known as the Ars Tactica, and by Hadrian in his speech to the Roman army of Numidia. In particular, the Turner event provided an opportunity to experiment with the practicalities of the Roman saddle, which was designed to provide a stable seat for riding into combat without stirrups. Working examples of the Celto-Roman saddle used by Roman cavalry had only begun to be understood
reconstructed and tested for the first time in the 1980s. Since then, reenactors had used them in small numbers, but the dynamic of a mounted group as large as a Turma was bound to be different from that of smaller groups of riders. A Turma of around 30 men was the smallest tactical component of a Roman auxiliary cavalry unit and would have formed the basis for battlefield formations and properly patrols of the region around the frontier. All housed in the same barrack block, training and campaigning together, these men would have boasted a distinct esprit de corps within their parent unit. Arrian tells us that, for the Hippica Gymnasia, the soldiers' equipment differed from that used in combat. Officers and the most skilled horsemen wore iron or gilded bronze face mask helmets with yellow horsehair plumes designed for show. Their dummy javelins and spears had blunted ends. The horses wore chamfrons to protect their heads in addition to their standard equipment of saddle cloth, saddle harness with decorated breast and haunch junctions, and bridle. During the practice day for all 30 riders before the main event, it was apparent that they quickly adapted to working together, and by the afternoon, they were getting visibly smoother and tighter with every manoeuvre. It was also immediately noticeable to all who witnessed it that, although the arena was quite large, 30 horsemen filled it with ease. A Roman cavalryman held both his shield and his reins in his left hand, using his right hand to throw a javelin, thrust with a spear, or chop with his long sword. For safety reasons, our modern riders used arm straps to give them greater control over their shields. As described by Arrian, the Hippica Gymnasia comprised three main phases. The first phase saw the entry of the competing Turmi into the arena in a simulation of a surprise attack bursting from cover. The second part comprised a series of group manoeuvres demonstrating the skills of the soldiers in working together. The third phase focused on the individual skills of the best and most experienced riders. Although the exercises were originally devised as a competition between two Turmi, the event in Carlisle comprised only one full Turma of 30 riders, which was divided into two squadrons of 15 riders each. It was not possible in the public performances to follow precisely the various phases and exercises described by Arrian. In a special experimental session, separate from the public performances, the riders were asked to perform several additional manoeuvres. In breaks between performances, Maxime Petitjean interviewed some of the riders about their experiences. Their experience as horsemen and women potentially gave them valuable insights into the whole Roman system of equitation, and recording these was an important part of the project. The full Turma arrived in the arena with the Emperor Hadrian at their head and paraded around the arena in two ranks of 15. This enabled the riders to demonstrate their skill in wheeling the two ranks of horses in unison at either end of the arena. This is an important and difficult skill, essential in maintaining formation in battlefield situations. In the experimental session, instead of processing around the arena in two lines of 15 men, the riders were asked to perform it in three lines of 10. This was the way our evidence suggests cavalry in a Turma were sometimes deployed. Sure enough, with only a small amount of adjustment, the formation began to gel and showed that this was just as easy for them to do. The two ranks then split to perform two large contra-rotating wheels known as the Cantabrian Circle. As a battlefield manoeuvre, it was extremely versatile. It could be used offensively by cavalry to isolate an enemy and concentrate hurling javelins at them, whilst also serving a dual defensive purpose in making them a tricky moving target and preventing other cavalry breaking through their line, since each rider protected the back of the one in front of him. For the Turma event, only the more skilled and experienced riders carried out the actual attack, following each other around in a circle. Each in turn then hurled their javelins at a target comprising two cavalrymen in testudo formation, which meant covering themselves and their horses with their shields.
The next request made of the riders and horses was more demanding. This was the formation the Romans called the wedge, or cuneus, and it was found amongst both infantry and cavalry. It enabled troops to break through an enemy formation and split it asunder, almost invariably leading to disarray. This required all 30 cavalrymen to combine 2 staggered lines into one giant arrowhead, and then process around the arena at ever-increasing speeds. First walk, then trot, finally canter. The chase manoeuvre involves riders receiving an attack from opposing cavalry, then immediately attacking their opponent, chasing them with their javelins as they flee. The fleeing opponent would demonstrate their skill in fending off their pursuers by carrying their shield behind them. The Turner event typified what experimental archaeology is all about, seeing what is practicably possible within certain adjustable parameters. As such, it never tells you what did happen, only what might have happened. In all the exercises, the riders quickly learned what needed to be done and performed the manoeuvres with impressive ease, honing their skills rapidly with each performance. Je vous remercie pour votre attention.